Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Survivalist Social Club, le premier de l'année 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, bon courage pour ce qui s'en vient, ça promet d'être chaud cacao. Vous le savez, le Survivalist Social Club, c'est là que j'invite des gens comme vous et moi qui se préparent. Comment, à quoi, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir, mais surtout de comprendre. Ici, il n'y a rien à vendre, on ne fait la promotion de rien. On partage nos expériences en toute simplicité, et ce, dans la bonne humeur. Alors asseyez-vous et prenez un verre. Mon premier invité de l'année est exceptionnel. Il anime des débats endiablés, des lives sans limite ou presque. Il n'a peur de rien, il ne craint personne. Participer à ces émissions relève parfois du défi de la roulette russe, tant cela peut partir dans tous les sens. Et je dois l'avouer, je suis un habitué de ces lives qui partent en live. Il a toute ma sympathie. Il est brut, il est franc, il est direct et sans filtre. C'est avec plaisir que j'accueille ce soir Survivalist Bushcrafter, plus communément appelé Bush. Bienvenue Bush. Bienvenue à tous, salut Kiko et bonne année 2023 à tout le monde en espérant déjà une bonne santé pour tout le monde et aussi que l'argent coule à flot. Hein, que l'argent coule à flot, ça je sais que c'est ton leitmotiv, hein. Tu dis toujours bonne année, bonne santé, toujours. Mais surtout l'argent. Hein. Surtout la santé, mais aussi l'argent. Ça va de pair, hein. Je crois que maintenant, surtout de nos jours, hein, si on veut être en bonne santé, il faut un peu avoir un petit peu de sous quand même aussi. Hein. Exactement. Bon, mon petit Bush, ça me fait plaisir de te recevoir dans mon Survivalist Social Club, qui est le tien maintenant. Hein. Ça y est, tu es membre du club. Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment déjà, hein, moi, que je fréquente tes lives et tout ça. Et c'est moi qui m'incruste. Et aujourd'hui, c'est toi qui es à la maison. Hein. C'est ça, et je te remercie pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de participer à ton émission. Et c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis un petit moment. Et tu es très souvent sur mes lives, pour pas dire là à tous les lives. Donc je te remercie aussi pour ça, d'être fidèle, de me suivre, voilà. J'interviens pas toujours parce que bon, c'est des horaires qui moi ne me correspondent peut-être pas tout le temps, mais bon, j'essaie d'être présent quand même en sous-marin. C'est ça. Bien, Bush. Alors tu sais qu'il est de tradition de se présenter avant de commencer dans l'émission. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer à nos auditeurs, alors succinctement, parce qu'après on va rentrer dans les détails, savoir un petit peu qui tu es et finalement qu'est-ce que tu fais sur YouTube ? Alors, je m'appelle Johan, j'ai 40 ans, surnommé Bush par mes abonnés. Je suis marié, père de famille et j'ai créé ma chaîne YouTube en 2012, Survivalist Bushcrafter, afin d'apporter pour le côté Bushcraft des partages vidéo de sorties bivouac en milieu naturel et pour le côté survivalisme, d'apporter des partages vidéo de mes préparations selon des convictions qui me sont propres et qui m'ont donc amené à mettre en place ce côté prévoyance. Voilà en gros ce que je fais sur YouTube. Ouais, 2012, donc on peut te classer dans les anciens quand même du YouTube Game dans ce domaine. Ah oui, ça fait un petit moment. Après, c'est vrai que j'ai eu des fois, j'ai rencontré quelques soucis qui ont fait que ça m'est arrivé 2 fois d'être un petit peu absent. Mais je suis toujours revenu. Et je serai toujours là, je l'espère en tout cas. Tu peux t'appuyer sur un public, si on peut dire comme ça, en tout cas relativement fidèle depuis tout ce temps-là. C'est ça, un public qui me suit depuis longtemps. Il y a aussi des nouveaux, d'autres qui me suivent depuis moins longtemps. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour mes lives, des fois ils durent super longtemps. Les gens ils sont là du début à la fin, quoi. Ça fait plaisir parce que moi c'est que du partage. À l'issue, je supprime. On en parlera peut-être dans le fil de l'émission. Mais voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent et de votre fidélité. Ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Eh ben, je m'associe à toi pour leur faire un bisou parce qu'effectivement, j'en connais certains. On ne va pas tous les citer ici parce que sinon on y passerait la nuit. Mais effectivement, je suis amené à interagir avec eux de temps en temps. C'est toujours un plaisir. Bien, alors écoute, Bush, j'aimerais savoir, en premier lieu, ce qui t'a motivé justement à te préparer. Tu parlais de 2012 tout à l'heure, ça remonte quand même à un bail. Hein. Qu'est-ce qui t'a motivé à te préparer ? Quel fut le déclic qui a fait qu'un jour, en fait,
tu t'es dit, comme nous tous, hein, je dois mettre des solutions de prévention en œuvre. Du moins, qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde du survivalisme, tout ça? Alors, la motivation et le déclic a été de ne plus vouloir subir, mais plutôt de prévoir les choses. Des fins de mois difficiles, j'en parle souvent lors de mes lives. Ouais. Tout le monde sait pourquoi je suis arrivé au survivalisme. Ou tout simplement des problématiques de la vie quotidienne qu'on peut tous rencontrer. Et aussi, et ça c'est ma situation personnelle, en tout cas concernant le survivalisme, ne pas ou plus à avoir besoin d'une chose lorsque tout le monde a besoin de cette même chose. Ce qui, quand c'est le cas, amène, c'est vrai, les gens à effectuer des achats paniques. Du coup, plus personne ne trouve rien, ou alors à des prix exorbitants, du fait qu'il y a toujours des profiteurs de crise. Et puis on en a la preuve avec 2020, quand il y avait les pénuries de masques, on pouvait voir sur le Bon Coin des gens vendre un masque FFP2 100 € pièce, tu vois. Et même l'essence, là, il y avait des mecs qui vendaient de l'essence au black et tout, là. Oui, c'est vrai, oui, l'essence. Après, il y a tellement d'exemples. Mais voilà, en gros, c'est ça qui a été ma motivation et le déclic de départ. Ouais, ne plus subir, donc tu n'étais pas parti dans ce que certains considèrent un peu comme paranoïaque, un effondrement ou, comment dirais-je, une météorite qui va s'abattre sur la planète Terre, un tremblement de terre exponentiel ou des choses comme ça. Tu n'étais pas parti là-dessus, toi c'était plus la vie quotidienne en fait, en quelque sorte. C'est ça, je répète à chaque fois, toutes mes préparations, ou en tout cas presque, oui, on va dire toutes mes préparations, me servent dans mon quotidien. Donc je me prépare à des choses qui sont susceptibles de m'arriver et non à des choses improbables. Et c'est déjà bien, je pense, de se préparer à ce qui peut t'arriver demain. Oui, des choses qui sont susceptibles de t'arriver ou qui te sont arrivées. C'est sur ton expérience finalement que tu as basé ta préparation aussi sur beaucoup de points. Exactement, et j'en ai parlé juste avant, des fins de mois difficiles ou autres problématiques de la vie quotidienne. Alors, justement, tiens, tu ne crois pas, toi, à l'effondrement, tel qu'il est décrit et redouté par la plupart des survivalistes, enfin du moins ceux qui s'exposent. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision des événements, justement, qui seraient susceptibles d'arriver et quelles sont tes principales inquiétudes? Alors, quand je parle d'événements qui sont susceptibles d'arriver, en dehors de ce que tu nous as cité, des faits du quotidien, bien sûr. Alors, effectivement, je ne crois aucunement à un effondrement de la façon dont il est décrit par beaucoup de survivalistes sur YouTube, via lequel il y aurait plus de police, de gendarmerie, ou plus d'armée, ou encore de pompiers, ou je ne sais quoi d'autre. Ouais. Ça, c'est vrai, je n'y crois aucunement. Un tel effondrement ne s'est d'ailleurs jamais vu nulle part. Et c'est vrai, même dans les pays les plus sous-développés, ça ne s'est, il y a toujours eu un État, ou en tout cas la police, la gendarmerie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je pense, alors ça n'engage que moi, mais là on est soit sur des culs à un chiffre, sans vouloir manquer de respect, mais c'est vrai, ou bien sur des personnes qui ont de la visibilité, je dénonce souvent sur mes lives, tu le sais, du coup, utilisant donc des discours anxiogènes dans le but de faire fructifier un business derrière, ou simplement de par la monétisation de leur chaîne YouTube, en te mettant 50 pubs par vidéo, tu vois. D'accord. Voilà. Et ces gens-là, du coup, en réalité, ils utilisent les mêmes méthodes que les journalistes. Moi, j'ai eu affaire à eux, ils m'ont souvent approché, tu vois. Quand des journalistes approchent des survivalistes, le but n'est pas le pourquoi du comment pragmatique à la prévoyance, mais plutôt de faire du sensationnel. Du sensationnel ou même du drama, tu vois. Et ça paye. Ce que font ces mêmes personnes que je viens de parler avant. D'accord. Alors moi, je comprends très bien ce que tu me dis. Et je vais essayer de reprendre un peu l'exemple que tu m'as cité sur on n'a jamais vu encore d'État défaillant au point que l'État ou la police ne soit plus présent, ne puisse plus faire son travail. Mais alors je ne vais pas prendre l'exemple de pays en voie de développement, mais je vais prendre l'exemple d'un pays en voie de tiers-mondisation qui est la France en l'occurrence, de mon point de vue personnel. Tu vois, je ne vais pas aller prendre des exemples à droite à gauche, je vais prendre un exemple qui se passe actuellement en ce moment même, où nous parlons tous les deux. Dans le sud de la France, à Marseille, dans une cité actuellement, c'est les habitants qui sont obligés de se mobiliser. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Les habitants, les locataires de logements sociaux qui sont obligés de se mobiliser, d'occuper les halls d'immeubles afin d'éviter que les dealers ne réinvestissent la cité pour créer ainsi de l'insécurité et tout ça.
Et on voit bien que donc à ce moment-là, ce sont les habitants qui sont obligés de prendre eux-mêmes en compte leur sécurité et leur sûreté, parce que la sécurité et la sûreté, c'est deux choses différentes. Parce que la police n'est pas capable, n'est pas apte, ou peut-être n'a pas la volonté d'assurer la sécurité de ces personnes. Est-ce que tu ne penses pas là, justement, qu'on est face à un effet de délabrement des forces de sécurité intérieure qui pourrait s'intensifier si ça venait à se multiplier? Ah, après si, après c'est sûr. Mais après moi je parle d'effondrement global comme on entend chez ces mêmes personnes Toi, qu'on tu a parles parlé plus juste de avant. la Mad Max. Mad Max. Voilà, c'est ce qui est souvent mis en avant. C'est-à-dire il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, c'est chacun pour soi, tu vois. Voilà. Après c'est sûr, il y a un délabrement mais total. Puis même on peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen non plus. Non, il n'y aurait jamais d'agression. C'est le cas. En tout cas, il y aura peut-être des agressions, mais il y aura pas de victimes. Et pourtant, il y en a. Il y en a encore eu à la gare du Nord, là. On l'a appris aujourd'hui ou hier, je sais plus. Donc c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je rejette quand même cette idée d'effondrement global, où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'armée, tu vois, voilà. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Mais après, tu as raison, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que le terme effondrement est galvaudé, un peu comme le terme autonomie aussi a été galvaudé, de même que le terme survivalisme. Et c'est un peu utilisé un peu à toutes les sauces. Effondrement, moi, de mon point de vue, je te parle de ce que je suis amené à constater de par mon expérience, mon vécu et de ce que je constate aujourd'hui, je pense qu'on est effectivement en plein effondrement civilisationnel, tu vois. Quand tu en arrives au point où en France, les habitants sont obligés de faire justice eux-mêmes, ou de moins de se sécuriser eux-mêmes, de monter comme qui dirait en quelque sorte des milices, parce que c'est un peu ce qui est en train de se faire, c'est les locataires qui sont obligés d'occuper les lieux afin d'éviter à des hors-la-loi justement de réinvestir ces lieux-là, tout en sachant que quand les hors-la-loi investissent les lieux, c'est trop tard, la police n'interviendra plus, après c'est fini, ils ne peuvent plus rentrer. Donc je pense que là, d'une certaine façon, on est face à un effondrement de la civilisation. Et toi, tu partages quand même un petit peu ce point de vue, tu sens quand même ce délitement, ce pourrissement de l'intérieur du pays? Ah, mais tout à fait. J'en parle souvent sur mes lives. J'ai quelques vidéos aussi sur la défense, tu vois, du fait qu'on n'a plus le droit de rien. Je parle de tout ça, tu vois. Mais voilà, j'étais vraiment sur ce que j'entends souvent, en tout cas, l'effondrement global, il n'y a plus rien. Voilà. Mais après, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, sur ce délitement, sur tout ce qui, sur tout ce que tu as dit, quoi. Mais ma vision à moi des événements qui sont susceptibles d'arriver, eh bien, ce sont des événements qui arrivent déjà aujourd'hui, ou en tout cas qui peuvent nous arriver à tous. Et là, je vais parler donc d'effondrement personnel. J'en parle souvent aussi sur mes lives, qui peuvent amener aussi à de graves impacts dans nos vies à tous, tu vois. Et ça peut être une rupture sentimentale ou un divorce, c'est vrai, ça arrive souvent. La perte d'un proche ou pire d'un enfant, ça arrive aussi malheureusement. Ça peut être la perte d'un emploi, un surendettement, un accident ou une maladie, etc., tu vois. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Et c'est la raison pour laquelle je parle souvent de mental et de capacité d'adaptation. Ces deux choses-là doivent passer, selon moi, avant même la préparation matérielle. Donc, c'était aussi important que j'en parle du fait que le mental et avoir une capacité d'adaptation, non pas à toute épreuve, mais quand même pouvoir s'adapter à des problématiques, c'est quand même important, tu vois. Oui, la capacité à rebondir et tout ça, c'est la véritable définition de la résilience. C'est ça. Après, concernant la conjoncture actuelle, tu vois, tout ce qui se passe là, tu vois, ce que je prédisais arrive. C'est-à-dire que tu as des grèves qui arrivent, des blocages à venir, peut-être un pays paralysé ou pas, je ne sais pas. Mais je le prédisais depuis des années sur mes lives. À l'époque, moi, on me parlait de guerre de religion, de guerre civile. Moi, je parlais de guerre des classes sociales, tu vois, du coup. Et de pouvoir d'achat. Je m'ai souvent parlé aussi à ces gens-là. Donc, je répondais souvent à ces gens-là que les gens, ils se foutent de vos histoires de religion, de couleur de peau ou d'origine, du fait que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et que les gens, aujourd'hui, se respectent entre eux pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, absolument. Voilà. Là, et de ce côté-là, on est tous sur le même bateau, on a tous besoin de faire manger nos enfants et tout ça. C'est ça, et que du coup, ça ne sera pas du genre les chrétiens vs musulmans, mais plutôt des groupes contre d'autres groupes, et qui, dans chacun de ces groupes,
seront réunis des personnes de tout horizon confondu, s'entendant sur un même niveau d'échelle sociale. Tu vois, je reviens toujours aux guerres des classes sociales. Mais en fin de compte, on y est. Tu vois, on y est là, maintenant. Tu vois. Et ce qui va se passer, on en parlait même tous les deux à l'époque sur un live où tu as fait une vidéo le lendemain et elle est superbe. Ta vidéo, elle est superbe. Hein. C'est tout ce qui arrive aujourd'hui, tu vois. Ça remonte à 4-5 mois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez inquiétantes qui arrivent là. Hein. Des blocages, des transporteurs, etc. On va voir comment ça va tourner. Ben, il faut dire aux gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas assisté à tes émissions qu'on a souvent le même avis sur la situation du pays, économique et tout ça, même si on n'en parle pas en profondeur, mais on constate à peu près les mêmes choses. Hein. Et c'est vrai que d'ailleurs, tu dis que tu fais des prédictions, et à ce sujet-là, je voulais quand même préciser que si ton petit nom sur internet c'est Bush, tu es parfois appelé Nostradabush. Je tiens à le préciser quand même, hein, de par la justesse de tes prédictions. C'est vrai. Alors, c'est pas de la clairvoyance, mais en fait, c'est juste de la logique. Et je parle comme une personne équilibrée, en tout cas, je le pense. Et c'est vrai que c'est pas de la clairvoyance, tu vois. Peut-être un petit peu, parce que je suis logique, en fait, dans ce qui peut arriver. Ouais. Et il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on m'appelle Nostradabush par rapport à plusieurs choses. Et bon, je suis pas le seul, hein, il y en a beaucoup aussi. Hein, ah là là, une légende de l'internet. Dis-moi, Bush, moi ce que j'aimerais aussi que tu expliques un peu à nos amis, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour affronter justement toutes ces choses-là, toutes ces choses qui nous pèsent au-dessus du crâne. Là. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Ben écoute, je te l'ai dit tout à l'heure, ma motivation et le déclic a été justement de ne plus vouloir subir, mais de prévoir les choses, tu vois. Si. Et donc j'ai parlé de fin de mois difficile et d'autres problématiques. Et c'est vrai que ce que j'ai mis en place, ce sont par exemple des réserves alimentaires, non pas par peur de la fin du monde ou par peur d'un effondrement global, mais parce que je roule pas sur l'or et ça m'arrivait à l'époque. Ça m'arrive toujours encore aujourd'hui, hein, d'avoir des fins de mois difficiles. Et donc, c'est vrai, d'avoir créé des réserves alimentaires. Je l'explique comment dans mes vidéos, c'est-à-dire non pas d'acheter 1 000 € d'un coup, mais quand tu fais des courses avec ta famille, nous, c'est toutes les semaines, eh bien, on met, je sais pas, peut-être 100 € dans nos courses, et ben on rajoute 20 € spécifiquement pour la réserve, tu vois. Et petit à petit, ça crée une réserve, tu vois. Donc toi, tu as mis en place une réserve alimentaire, qu'on voit d'ailleurs dans tes vidéos, on la voit. Et ce qui était intéressant, c'est ce que tu as une des dernières vidéos que tu as faites, ça a été sur la résilience un petit peu en éclairage, en électricité, tout ça. Là, tu avais fait un truc intéressant là, en cas de coupure électrique. C'est ça, en fait, j'ai fait une mise en situation réelle d'une coupure d'électricité, du matin au soir jusqu'à qu'il fasse nuit, tu vois. Ça servait à rien de le faire sur plusieurs jours du fait que ça aurait été que répétitif, tu vois. Donc je l'ai fait sur une journée afin d'apporter des idées, ce qui a marché, parce que bon, il y avait quand même des choses que j'avais envie de faire voir à tout le monde. Mais après, voilà, c'est sûr que j'ai pas attendu la guerre Russie-Ukraine pour avoir tout ça. Avant, j'habitais en Auvergne. Là-bas, il fait très froid. J'étais dans un petit village avec ma femme à 1000 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup de neige l'hiver. Il y avait souvent des interruptions d'électricité, voilà. Et on avait déjà, suite à notre anticipation, prévu donc des chauffages autonomes et certains produits, certaines préparations afin de pallier au cas où, tu vois, ça nous a toujours servi. Courant, tout ça. Moi, je suis dans la même situation un petit peu. Moi, j'habite un hameau, hein, j'habite même pas un village. Et ça arrive régulièrement qu'ils nous coupent le courant, ou que du moins s'il y a une tempête, un arbre, il arrache un fil et des choses comme ça. On sera toujours évidemment les derniers dépannés, puisqu'on est 300 habitants. Et à ce moment-là, si tu n'as pas mis toi-même en œuvre des choses, du moins en tout cas, ça t'arrive une fois, 2 fois. Après, si tu n'as pas acheté ce qu'il faut, c'est que vraiment tu es maso. C'est ça. Et non, c'est hyper important de calculer quelque part un petit peu les risques, tu vois. Et c'est ça, ne pas, encore une fois, c'est pas ma définition à moi du survivalisme, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est ma citation personnelle à moi, en tout cas concernant le survivalisme. Je vais la répéter, ne pas ou plus avoir besoin d'une chose lorsque tout le monde a besoin de cette même chose. Voilà, c'est après on trouve plus les choses, il n'y a plus rien, ou alors c'est extrêmement cher pour aller les prendre, des choses comme ça. Tu vois, et comme il y a eu une pénurie là il y a pas longtemps, c'était très difficile de trouver un chauffage à pétrole, tu vois. Du fait qu'il y a eu toute cette angoisse autour, est-ce que on va avoir des coupures d'électricité cet hiver ? On n'a pas eu de coupure de courant finalement jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Eh ben, j'avais pas dit, du coup. Ah, je crois bien que tu l'as dit. Mais ça, non, c'est pas toi qui l'as dit, c'est Nostradamus qui l'a dit. Ouais, non, mais j'y croyais pas. Après, non, après, c'est vrai que sur les coupures du courant, j'étais pas du tout dessus. Ça aurait pu être possible, hein. C'est vrai que là, les températures sont remontées, donc c'est peut-être ce qui fait que on n'a pas eu 2 heures ou plus de coupures dans la journée ou quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j'y croyais pas trop. Ben, Mais c'est ça vrai aurait que pu être possible. jusqu'à présent, tu as raison. Moi, je vois hein, la région dans laquelle je suis, il a pas gelé encore. Il a gelé 2-3 fois. Il a fait -5 et puis c'est tout. Alors que d'habitude, on descend beaucoup plus bas. Il fait pas froid en vrai dehors. Hein, il fait bon. Hein. Bah, écoute, moi je suis dans le Var, hein, Ouais. je connais bien le département d'ailleurs. Nous, pareil, on est descendu à un moment donné, pendant peut-être une semaine ou deux, à -5, même pas une semaine, je crois. Et maintenant, on est en janvier, mais on est en janvier 2023, mais on a des températures à 14-16 degrés, tu vois. Alors tu vois, ce que tu as dit précédemment, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, ça va m'aider à te poser la question qui arrive maintenant. Autonomiste ou survivaliste? Et de ton point de vue, quelles sont les différences? Donc déjà, survivaliste, hein, clairement. Mais après, c'est vrai que je suis de dire que le mot survivaliste est une étiquette. Voilà. Et aussi, je pense, le mot autonomiste, tu vois. Ouais. Ça, c'est vrai que, voilà. Je pense que moi, le blaze qui m'aurait le mieux décrit, ça aurait été citoyen prévoyant. Mais notre ami Steven l'a C'est déjà, tu pris, vois. c'est marque déposée. Voilà, Déjà. c'est déjà pris. Non, voilà, donc survivaliste, hein, et je pense que la différence, ma différence, parce que ça n'engage que moi, Oui, ce que toi c'est tu perçois, que, c'est ça qui m'intéresse. Hein. ouais, ce que je perçois moi, c'est que le survivaliste, pour moi, il vit avec son temps, mais en parallèle, se prépare à des problématiques selon ses convictions, comme j'en parlais tout à l'heure, qui lui sont propres et qui sont propres à chacun d'entre nous, mais qui vit avec son temps, c'est-à-dire qui continue chaque semaine ou chaque mois de faire ses courses dans les magasins, qui sort, tu vois, qui va acheter ses légumes chez le producteur local et pas forcément faire un potager. Alors il y a beaucoup de survivalistes qui vont faire leurs courses au magasin et qui ont un petit potager, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais moi même pas, tu vois, moi je veux pas de potager, je l'ai toujours dit. Moi je vis avec mon temps, j'aime bien l'argent, je m'en cache pas, même si je manque d'argent, mais j'aime bien l'argent. Et voilà, donc je pense C'est que le l'argent qui survivaliste, t'aime lui... pas. Toi, tu aimes l'argent, mais l'argent ne t'aime pas. Voilà, c'est ça le Ah, problème. il m'aime pas du tout en ce moment, mon petit Tuco, ça je peux te le dire. Ah, il m'aime pas. Mais j'espère qu'il va finir par m'aimer, parce que moi je suis gentil avec lui, tu vois. Pour toi, un survivaliste, c'est quelqu'un qui vit avec son temps, qui s'empêche pas de vivre en tout cas. Et à C'est contrario, ça. qu'est-ce que tu dirais des autonomistes à ce propos? Alors, que les autonomistes ne s'empêchent pas de vivre non plus, hein, c'est pas ce que je dis. Mais que lui, peu importe l'état des choses, l'état, la conjoncture, etc., lui souhaite un retour un petit peu à la terre, j'ai envie de dire, tu vois, produire soi-même. Donc c'est une bonne chose aussi, hein, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais c'est vrai, c'est quelque part pour moi se replier quand même un petit peu sur soi-même, se mettre dans sa bulle. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Les avantages, c'est que c'est vrai, tu fais des économies, il faut pas se mentir. C'est vrai, tu fais des économies, tu vois. Après, tu as aussi des inconvénients. C'est que du coup, c'est beaucoup de travail. Donc comment ils font ces gens-là, autonomistes, hein, qui se disent en tout cas autonomistes, pour pour associer travail, donc dans leur BAD, si on appelle ça comme ça, base autonome durable ou même chez eux, on va dire, et travailler aussi à côté, donc travailler normalement, afin de pouvoir aussi réussir à pallier à tout ce qu'il faut acheter pour ça, tu vois. Je vais te dire comment j'ai compris la chose. Tu vas me dire si je me trompe, mais je pense pas, parce que moi je te connais un petit peu quand même. Pour toi, un survivaliste, c'est quelqu'un qui vit avec son temps, qui vit sa vie normalement, qui vit une vie épanouie, tranquille, qui est conscient des problèmes qui peuvent éventuellement survenir ou qui sont présents autour de lui. C'est ce qu'on disait au tout début, hein. Mais qui quand même a une part de responsabilité. Voilà, c'est un citoyen responsable, prévoyant, qui met en place des solutions annexes en cas de défaillance, soit du système, soit de certains éléments, que ce soit de sa propre personne ou de gouvernemental ou des choses comme ça. Alors que l'autonomiste, lui, il agirait plus par conviction, qu'elle soit politique, écologique ou spirituelle, ou par conviction en tout cas, et qu'il aurait effectivement fait un retour à la terre très profond,
très profond dans le sens qu'il ne descend pas au fond de la terre, mais très profond dans ses convictions, et qui s'empêcherait un petit peu, qui se retirerait un petit peu de tout de sa vie d'avant, en quelque sorte, pour se tourner vers ce qu'il considérerait comme authentique. Et le fait d'être authentique, c'est ne plus participer à tout ce qu'il considère comme cet ancien monde qui est en train de s'écrouler. Est-ce que j'ai juste ? C'est ça, et puis après, c'est un choix de vie aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas du tout mon truc, Voilà. tu vois, du tout. Ouais, Voilà, c'est là où je du voulais tout. en venir, c'était pour connaître un petit peu, toi, c'est pas ton truc à toi, pas du tout. Toi, tu pourrais même être, peut-être dans l'absolu, un survivaliste urbain. Alors, urbain, non. Déjà, j'aime pas la ville, c'est vrai. Oui, mais tu Mais vis, ton mode de vie, c'est plutôt un mode de vie urbain, puisque toi, tu n'es pas en train de jardiner, tu es pas, tu vois, ce que tu fais là, tu pourrais le faire oui, en si on le voit comme appart, ça. dans l'absolu, c'est ça que je veux dire. Oui, si on le voit comme ça, oui, Ouais, dans ce ouais. cas-là. Mais après, tu vois, ça m'empêche pas. C'est vrai que nous, on voudrait quelques poules, tu vois. Mais c'est pas ça qui va. Voilà. On n'est pas autonomiste, tu vois. Attention, Quelques poules. Bouche, attention, je crois que tu es en train de virer autonomiste là. Hein. Non, mais ça fait longtemps que, tu vois. On avait aussi un projet avec ma femme, peut-être un jour. On sait pas, peut-être qu'on. En tout cas, c'est vrai que l'autonomie aujourd'hui ne m'intéresse pas, tu vois. Je préfère faire marcher mon producteur local quand on va lui acheter avec ma femme, avec Anaïs, des légumes. Ouais. C'est vrai, aller faire mes courses au magasin et pas m'emmerder à planter des tomates chez moi ou à faire je ne sais quoi d'autre, de l'élevage et tout ça. Mais Tu je vois. vois très Après bien. avoir quelques poules, voilà, tu vois. Je crois que nos amis ont perçu un petit peu ta philosophie sur ce sujet-là. Alors, Bush, tu fais beaucoup de lives et tes lives sont parfois le théâtre à de sacrés coups de gueule. Et je voulais savoir, est-ce que c'est volontaire ou alors est-ce que c'est subi ? Eh bien, écoute, c'est les deux. Alors, c'est une très bonne question, ça. Volontaire, dans le sens où mes lives, ce sont des débats, tu vois. Ouais. Et donc, je suis conscient que un débat, voilà, ça mène à la polémique, tu vois. On n'est jamais d'accord sur rien. Et donc, je sais à quoi m'attendre. C'est là où je dis, voilà, c'est volontaire par rapport à ça, tu vois. Ouais. Mais aussi subi, parce que des fois, bah voilà, t'as des gens, ils montent avec moi en haut, ils ont aussi leur caractère, on n'est pas d'accord. Selon les sujets, ça part en live, comme tu l'as dit en début d'émission, hein, en rigolant, mais c'est vrai. Voilà, mais c'est intéressant. Il y a jamais, même si des fois, il y a vraiment des gros coups de gueule, et c'est vrai, il y en a souvent, on se fait pas la gueule pour autant, tu vois. C'est souvent en fin de live, hein, d'ailleurs, il faut le dire. C'est souvent en fin de live, on a fait un petit peu l'apéro, tu vois. C'est vrai. Oui, parce que ce sont des lives arrosés. Hein. C'est ça, ça c'est sûr. Hein. Oui, c'est après, pour ça. voilà. Mais aussi des fois en début de live. Hein. Après, t'as des gens, des fois, ils arrivent, ils parlent mal directement. Moi, en général, je réponds sur le même ton, voire même pire, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut gérer. Des fois, il faut gérer, mais en tout cas, j'ai quand même des super intervenants qui sont comme ils sont, et moi, je suis comme je suis, tu vois. Et chacun vient comme il est, un peu comme McDo, tu vois. Voilà, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant parce que des fois, ça nous fait changer d'avis, tu vois. Ça fait participer des gens, et c'est le partage. Et ça dure hyper longtemps, des fois. Des fois, c'est des lives, ils durent 9 heures de temps, quoi, tu vois. Ouais, c'est énorme. Ça met un peu d'animation. Et ce qui est intéressant là, dans ces lives-là, c'est quand même que ça sort un peu de cette atmosphère feutrée où il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas déplaire à certains, des choses comme ça. Il y a une liberté de ton qui est totale, quoi. Sauvage même, je dirais. Alors, une liberté de ton qui est totale, peut-être sauvage aussi, mais pour moi, un débat ne doit pas être censuré dans une certaine limite, tu vois, c'est sûr qu'après... Il faut dire, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas tes émissions, que tes lives, ça ressemble un peu au repas de famille, un peu en fin de repas où tout le monde est un peu pompette et où chacun donne son avis, quoi. Ça finit souvent comme ça, quoi. Et c'est en mode repas de famille où c'est-à-dire que les gens se parlent franchement, ils s'envoient à la figure les choses qu'ils veulent et tout. Et après, le lendemain ou 2-3 jours après, tu refais un live et ces mecs-là se disent bienvenue, je te fais la bise et tout. C'est à peu près ça, c'est ça. Ouais. C'est ambiance des familles, quoi. Voilà, mais un débat, pour moi, doit être effectué de cette façon. Être animé. Non, mais c'est même pas la question d'être animé pour moi. C'est la question que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Que ça plaise ou non, sur le ton qu'il a envie de le dire, ça monte souvent, ça redescend par la suite ou pas. Mais un débat, c'est un débat. Un débat, il est polémique. C'est avec des gens, en face de gens, à côté de gens, sur mes lives. En tout cas, moi, je suis à côté d'eux, on n'est jamais d'accord, tu vois. Donc, effectivement, c'est polémique et voilà, c'est ce qui fait le débat. On est vrai, quoi, tu vois, en vrai. Voilà. On est... En vidéo, tu peux recommencer tes scènes 50 fois, tu vois ce que je veux dire. En live, tu es devant la caméra, c'est en direct, tu peux pas recommencer ce que tu as envie de recommencer.
tu peux pas faire le faux. Il y en a, ils peuvent faire les faux, mais on le voit de suite. Si ça sonne faux, ça se voit. Tu vois. Moi, c'est vrai que sur mes lives, les gens me connaissent maintenant, ils savent que je suis pareil dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, que sur mes lives. Ouais. Tu vois. Voilà, tu vois, moi je rote et tout, je m'en fous quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est voilà. Non, Quand il pète, il fait le bruit de la trompette. C'est ça, c'est le bruit, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, mais c'est des bons lives et en tout cas, la preuve, hein, je continue à en faire. Ils durent hyper longtemps et puis je les supprime à l'issue. Pourquoi je les supprime? Parce que c'est des lives qui seraient trop longs à laisser, déjà d'une part, et d'autre part, par rapport à certains conflits, des fois qu'on a, hein, ça monte. Ils sont pas destinés à rester d'une manière. C'est l'histoire de passer un bon moment comme un coup de téléphone, quoi. Après, on raccroche et puis ciao, quoi, c'est fini. Exactement, et puis la preuve que c'est du 100% partage et non un intérêt financier derrière ou un intérêt autre, c'est vraiment du partage, partagé avec mes abonnés. Voilà. Okay. C'est grâce à eux que je suis sur YouTube, moi, tu vois. Ils seraient pas là, tu vois, voilà. Moi, j'ai rien à gagner à part parler avec eux. Je le dis parce que tu m'as tendu la perche avec le mot partage, c'est du partage sauvage. Allez, si tu veux. On valide. Allez, on valide. On valide. Alors dis-moi, Bouche, en dehors de tout ça, tu es quand même père de famille. Et aussi, je me demande si tu as sensibilisé tes enfants et ton épouse à la préparation. Et j'aimerais aussi savoir comment ils perçoivent cela. Alors, mon épouse Anaïs, oui, dès le début. Elle connaissait rien, enfin, elle n'était pas prévoyante en tout cas, tu vois, comme moi. Et c'est vrai qu'elle aussi galérait. Et quand elle a vu que moi je mettais avec elle des réserves alimentaires, que dans ma voiture j'avais du matos sans cas de problème, alors qu'à l'époque moi j'étais un vrai galérien, dans ma voiture c'était tout juste si j'avais une roue de secours, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Combien de fois je suis resté au milieu de la route, sur le côté de la route, voilà, laisse tomber. Et c'est vrai que mon épouse, donc Anaïs, je l'ai sensibilisée, elle a vite, elle a pris, elle était contente, quoi, tu vois. Est-ce qu'elle s'est sentie sécurisée? Ah bah oui, totalement. Déjà par rapport à nos fins de mois difficiles, par rapport à tout, tu vois, par rapport à plein de choses. Alors par contre, les enfants, non, je ne les ai pas sensibilisés. Pourquoi? Parce que moi, je pense que mon rôle, en tout cas le rôle de parent, c'est de protéger ces enfants. Ouais. C'est vrai, c'est de les protéger, mais de les laisser vivre avec leur temps aussi, et de pas de commencer avec des discours anxiogènes là, à les parasiter avec ça, tu vois. Et en plus, ils sont en bas âge. J'ai un fils qui a 4 ans, ma fille qui a 6 ans, et on a chacun de notre côté, donc 2 enfants adolescents. Mais c'est vrai qu'on les laisse, on les protège, tout ce qu'il faut faire. Mais on les embête pas avec ça, tu vois. Tu fais pas comme certains parents que j'ai vus, moi, enfin que j'ai vus pas de mes yeux, mais que j'ai vus, qui se sont mis en avant, des parents se définissant comme survivalistes, embrigadant les enfants dans des grottes, faisant des exercices d'évacuation avec masque à gaz et tout le tralala. Écoute, jamais de la vie. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est pas quelque chose que je ferais. C'est totalement ridicule. Et encore une fois, moi, mes enfants, c'est comme aussi des parents. Les enfants n'ont pas de portable, n'ont pas de téléphone portable, tu vois. Eh non, ou au collège, faut quand même qu'ils aient un petit peu, qu'ils soient à la mode, tu vois. Moi, je suis pour ça. C'est pour ça que je vis avec mon temps, tu vois. Mais oui, mais ça revient à ce qu'on disait précédemment. Tout se tient, effectivement. C'est très cohérent. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et mes enfants, j'ai aucunement, moi, à les restreindre sur quoi que ce soit. Il est hors de question de leur faire subir. Là, ce serait vraiment leur faire subir des choses mauvaises, des mauvaises ondes. Voilà, je le ferai pas, et je l'ai jamais fait, je le ferai pas. On va revenir un peu aux essentiels. J'aimerais te demander, s'il te plaît, selon toi, quelle doit être la plus grande qualité d'une personne qui se prépare? Ça, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Ah, on en parle souvent, hein. La plus grande qualité, la première qualité d'une personne qui se prépare doit être pour moi le mental et sa capacité d'adaptation. C'est hyper important. On en a parlé tout à l'heure, hein, mais c'est hyper important. Moi, je vais en parler sans rentrer dans les détails. J'ai vécu en 2019 et en 2020 un effondrement personnel, et quelque chose de très grave, qui a mis 3 ans à se décanter. J'ai mis 3 ans à remonter un petit peu tout, hein, psychologiquement et tout ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas mon potager. Bon, j'en ai pas, mais tu vois, c'est pas mes réserves alimentaires, c'est pas mes préparations matérielles qui ont fait que j'ai réussi à remonter la pente. Ou remonter psychologiquement, tu vois. C'est pour ça que le mental et la capacité d'adaptation, c'est primordial. C'est la première des préparations
je sais même pas si on peut appeler ça une préparation, mais en tout cas à avoir, tu vois. Après, le mental, ça se forge. La capacité d'adaptation, c'est vrai que ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mais le mental, tu peux le forger par diverses choses, le sport, même par ton vécu ou des expériences en vivant des choses. Donc on peut appeler ça expérience, tu vois. Et donc ça se forge, mais c'est hyper important. Autrement, il n'y aura pas autant de personnes qui se suicident, tu vois, chaque jour, chaque mois, chaque année, comme vous voulez que je dise. Mais c'est vrai que le mental et la capacité d'adaptation. Le mental, c'est primordial. Ouais. Exactement. Nous partageons beaucoup de points communs sur l'état de notre société en général, je l'ai dit plus tôt, de notre pays. Et moi, j'aimerais un petit peu que tu joues au Nostradamus en nous disant que tu nous partages un peu ta vision du futur. Qu'est-ce que toi, tu... Alors, on a parlé tout à l'heure des mouvements sociaux, tout ça, et effectivement, c'est en train de se mettre en place. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Qu'est-ce que tu imagines un peu dans tout ça, là? Je pense qu'il y aura... Donc toujours autant de riches, mais encore plus de pauvres, tu vois, de plus en plus de pauvres. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, moi, tu vois, sur mes lives et tout ça, je reprends toujours l'exemple de la classe du bas. La classe ouvrière, même les gens dans la restauration, les femmes de ménage, donc les ouvriers à l'usine. On est payé un SMIC, un revenu minimum autorisé par la loi. On travaille du lundi au samedi. En plus, ce sont des métiers où tu as une petite pause dans la journée, tu vois. Là, tu n'as pas de la cafetière sur le bureau, la machine à café dans le couloir, où tu peux y aller quand tu veux ou aller fumer ta clope quand tu veux, tu vois. On a les tâches les plus pénibles pour tous ces corps de métier, et j'en ai oublié plein, mais tu vois, cette classe du bas. Et on est payé un revenu minimum autorisé par la loi, qui fait qu'on ne peut pas vivre, même pas survivre en fin de compte, à part payer nos factures. Comment on fait ? Tu vois, comment on fait ? Et sous prétexte de ne pas avoir de diplôme, tu vois, ce revenu minimum autorisé par la loi. Donc, ce que je pense, moi, qui va se passer, c'est ce que je dis depuis plusieurs années, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a cette guerre des classes sociales, qui les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Tu as des gens qui se gavent sur la misère des autres, tu vois, la classe du bas, et c'est la vérité, tu vois. On est mal payé, même pour te loger, les agences immobilières te demandent de gagner 3 fois le montant du loyer. Comment on fait ? Un crédit bancaire, une forme d'indécence. C'est une forme d'indécence, mais complètement. Et je pense que ça va amener à plusieurs choses. Donc, effectivement, à des blocages, des grèves, des blocages, des tensions, donc des tensions sociales. On y est en plein dedans, là, tu vois. Moi, j'en parlais il y a 5 ans, il y a 5-6 ans de ça déjà. Et on y est là en plein dedans. Et je pense que les gens, même sans parler là des retraites et tout ça, là, c'est vrai que là, ça, c'est aussi en ce moment, et ça arrange pas les choses. Et c'est vrai que les gens, ils en ont marre, tu vois, ils veulent pouvoir vivre de leur salaire, tu vois. C'est horrible de se dire que tu n'as même pas de perspective, de rien du tout. Tu peux même pas partir en vacances. Ou alors, il faut faire un crédit presque. Tu vois, il y a des gens qui font des crédits pour aller en vacances. Ah oui, il y a des gens qui font des crédits. Et après, du fait que tu as fait un crédit, que ce soit pour ça ou pour même une voiture ou pire une maison, si on te l'accepte, ça veut dire que tu es condamné après à faire ça toute ta vie en plus. Du fait que tu as un crédit, c'est une spirale infernale. Tu es tenu en laisse, la laisse elle est tendue. Et... Exactement. Donc non, moi je pense qu'on va vers des blocages, des grèves, des mouvements de grande ampleur. Et ça va amener à de la violence, c'est sûr. Et peut-être même, alors ça je le dis aussi à chaque fois, des gens qui auparavant n'ont jamais eu affaire à la justice, peut-être seront susceptibles d'aller à un moment donné faire un tour en prison. Et je leur souhaite pas et je les incite pas à le faire. Mais des gens, ils vont dire stop. A contrario des dealers dont on parlait tout à l'heure à Marseille, ou enfin que ce soit ailleurs, eux iront en prison, eux, par contre. Ouais, bah oui. Eux iront en prison, par contre. Parce que c'est plus facile d'attraper oui. une maman qui se plaint de pas gagner sa vie qu'un dealer qui vend comment on appelle, de la drogue en bas des escaliers dans les cités, quoi. C'est ça aussi, cette injustice-là aussi. C'est ça, et puis la société est devenue ultra violente maintenant. Donc il va y avoir de plus en plus d'agressions, de bracos, donc de braquages, des choses comme ça. Ouais, puis de plus en plus d'insécurité. Les tensions, de toute façon, les tensions. On l'a vu pendant la crise là, du carburant qu'il y a eu là, il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens qui commençaient à se mettre des gifles et tout dans les stations-service et tout, alors qu'ils étaient tous en train de faire la queue, finalement, ils étaient tous victimes. Mais au lieu de s'en prendre aux bonnes personnes, ils se mangeaient la figure entre eux. C'est ça, c'est exactement ça. Là, il se passe ce que moi je disais il y a... Alors, c'est pas pour dire, ouais, vous voyez, j'avais raison, c'est pas ça du tout. Non. Mais c'est que quand on me bourrait la tête avec des histoires... On peut en parler, de guerre de religion et tout ça. Voilà, il y a des problèmes aussi par rapport à ces choses-là.
tu vois, je nie pas. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, et l'argent, voilà. Et sans argent, tu fais rien, on te respecte pas. Respecte pour ce que tu as, hein, et non pour ce que tu es, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, je sais pas vers où on va, mais on va pas vers des bonnes choses. Mais on y va, en tout cas, on y va. Ça, tu peux dire. Ah bah là, on y est, on est en route, là. Bon, alors ça va. Attachez vos ceintures. Bien, alors dis-moi, on approche tout doucement là, de la fin, là, on y est quasiment. Avant de nous quitter, mon cher Bush, j'aimerais que tu nous dises si tu as un livre et ou un film à conseiller à nos amis qui nous font le plaisir de nous écouter, s'il te plaît. Eh bien, j'en ai aucun. C'est vrai ? Je te jure que c'est vrai. Oh là. Alors déjà, pour les livres, j'aime pas lire, Ouais. déjà d'une. Après, si j'aimerais lire, mais c'est pas le cas, je lirais, je pense, des romans. Là, ça peut te permettre de t'évader, tu vois. Ok. Mais après, lire des livres qu'un tel ou un tel a écrit pour t'expliquer comment ça marche, comment ci, comment ça, tu vois, comment ça va se passer. Non, je ne lis pas, j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Voilà. Surtout quand, surtout quand tu vois déjà certaines personnes dans le YouTube game, hein, du survivalisme, quand tu les écoutes depuis de nombreuses années et que rien ne s'est passé, tu vois, comme eux l'avaient dit, tu vois. Après, voilà. On est arrivé au terme de notre émission commune. Ça m'a fait bien plaisir de t'avoir. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter éventuellement, un truc que tu aurais voulu aborder, un sujet? Non, je pense qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour. Et puis moi, je te remercie de m'avoir invité encore une fois. Ah, c'est un plaisir. Ça m'a fait plaisir de participer, ça fait un moment, avec toi. Ça fait un moment qu'on s'était eu au téléphone pour en parler et tout, et c'est le temps d'avoir un peu de temps libre aussi pour faire ça, quoi. Écoute, je te remercie encore, mon cher Bush. Et je te dis à très bientôt dans un de tes lives, hein, peut-être demain, peut-être dans la semaine, on verra bien. Et bien sûrement, peut-être demain. Ce sera avec un grand plaisir, mon ami Bush. Et bien tout le plaisir est pour moi, et merci encore, Tuko. Ciao. Ciao. Voilà, chers amis, cet épisode du Survivalist Social Club touche à sa fin. Sachez que le club est ouvert à tous. Si vous souhaitez y participer, rien de plus simple. Écrivez-moi à lesurvivalistfrançais@protonmail.com ou contactez-moi via le canal Telegram Les Survivalistes Français. Je vous mets les liens dans la description. D'autres épisodes vont arriver, ceux qui sont invités le savent, je mets toujours un peu de temps à recontacter, c'est un peu long, c'est une machine entre la vie personnelle, le travail à plein temps, les enfants et tout ça, et puis la préparation aussi, hein, du jardin, les terrains, tout ça. J'ai peu de temps à m'accorder parce que c'est un plaisir pour moi de faire cette petite émission pour vous, de partager avec mes invités. Le temps que je trouve un petit créneau à m'accorder pour vous enregistrer ces petites émissions, il y a un petit peu de temps qui se passe. Et c'est avec plaisir que nous partagerons autour d'un verre un moment convivial. Donc laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Survivalist Social Club. Ciao!